spspectaculaire a explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets! Dans le haut de la boîte à pain! Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une autre édition de Plein Axe. On est le 12 mars, Frédéric Lard avec vous en compagnie d'Olivier Brett. C'est rare, on est... en même temps, ça va peut-être valider le fait qu'on va boire un jeudi. On est jeudi. Oui, de rien. Ou je m'excuse. Ben oui, veux-tu t'excuser auprès de ceux qui ont dû t'espérer pendant une semaine? Non, pas du tout. Je dis ça fait plaisir à la famille avec laquelle j'ai passé du temps à me faire parler de la classique des baseball, B-E-I-S-B-O-L. En Baseball, je pense qu'on dit. Non, c'est baseball. Baseball. En République dominicaine, je te dis que l'enthousiasme au Canada versus en République dominicaine pour ce tournoi-là, ça n'a pas rapport, je te confirme. Il aime ça en République? Il aime ça. Écoute, la quantité ça pogne, ça, de Québécoises avec des casquettes des Blue Jays qui se sont fait demander « Hey, the game yesterday », puis ils sont comme « Ouais, non, là, c'est la Ligue des Pamplemousses, là. » Puis il n'y avait aucune idée de quoi il était question. C'était très, très cool. Mais j'ai pensé à toi pendant les vacances un peu. Parce que j'ai regardé une partie du match de Montréal aux Red Bulls pendant que j'étais là-bas. Une mi-temps. Je me suis permis une mi-temps. C'est le seul moment Laquelle, la première ou la deuxième? La première. C'est weird de commencer par la deuxième, mais c'est une excellente question. C'est le seul moment où j'ai ouvert mon Wi-Fi de toute la semaine. On est très fiers de ça. Non, j'ai pensé à toi parce que entre les gens qui rushent le carrousel à bagages pour prendre leur valise, les gens qui reculent leur siège, moi, j'ai le mien, là. Puis un pet peeve, comme on dit. Là, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que c'est? Solide, puis j'ai probablement besoin de l'aide des gens qui nous écoutent aussi. Là, écoutez des Reels, Instagram ou TikTok, ou parler à quelqu'un sur speaker. Dans un avion? N'importe où. Ah oui. Dans un avion, dans un restaurant, sur le bord d'une piscine, à la plage. On fait quoi? Là, j'ai 3 options, puis tu me diras s'il y en a une autre, puis les gens qui nous écoutent peuvent nous dire s'il y en a une autre aussi. Tu dis rien, tu fermes ta boîte, tu leur dis poliment de baisser le son, ou tu pars quelque chose d'encore plus fort ou d'aussi fort à côté. Toi aussi, tu pars quelque chose sur un speaker, puis c'est super passif-agressif. Mais... Tu fais quoi? Toi, ça te dérange pas? Moi, ça me fait... Es-tu bien musclé? Hein? Non, mais peu importe. Là, Non, mais tu leur donnes... Moi, je pense que tu leur dis après... Il y a un laps de temps. C'est combien de temps? Moi, j'adore ça. Mais parce que là, tu me donnes des piscine? C'était à piscine? Ou t'es... Non, c'est pas la même affaire. C'était à piscine. Dans l'avion. Parce que dans l'avion, il y a quelqu'un dans l'avion, qui c'est 5 minutes. 5 minutes, t'es généreux. Parce que la piscine, c'est 15, mettons. 15 minutes? Ouais, t'es à piscine... C'est plus lousse. Mais après ça, tu choisis quelle des 2 options d'abord? Là? Passif-agressif, tu pars ton speaker encore plus fort? Non. Ou non, tu vas demander de baisser le son? Non, tu demandes gentiment. Ah ouais. Tu l'as fait combien de fois, ça? L'as-tu déjà fait? Non. Mais c'est ça l'affaire, c'est que je pense qu'il y a comme un genre de « Ah ben, je vais être un peu castrant de venir demander à la personne de qu'est-ce que tu fais sur speaker? » Puis là, mon échantillon n'est pas assez grand. Mais j'ai l'impression que dans la culture des Caraïbes aussi, il y a comme cette habitude-là. Puis je ne sais pas si c'est quelque chose avec la température. Non, mais c'est des Québécois. C'est des Québécois qui faisaient ça? C'est at large, là. T'en as qui regardent TikTok, puis ça spin. Moi, je ne veux pas entendre parler des vedettes de Selling Sunset ou de ton télénovela. Moi, je ne vais pas beaucoup dans ces affaires-là. La dernière fois, je suis allé... Non. Autour des piscines, très tôt le matin, ça blastait la musique. Non, mais moi, c'est même dans le métro. Il y a 3 semaines, j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, de baisser le son? Tu étais en train d'écouter ton podcast ou tu étais en train d'écouter tes TikTok? Non, ça n'a pas de sens dans le métro. Dans un métro, je veux dire, si tu n'as pas d'écouteurs, c'est correct, baisse le son, mets écoute, ça me fait halluciner. Mais en même temps, dans le métro, je dis rien parce que je sors 3 stations plus tard. Oui, mais par principe, moi, ça me fait halluciner. Ça, c'est vraiment un des trucs, là, ça me fait capoter qu'on en soit venu à ce que ce soit normal de faire jouer dans le tapis quelque chose sans écouteur. Ça me fait capoter. La seule affaire que je fais, qui est peut-être un peu répréhensible, mais qui est une contre-attaque, c'est quand les gens... Je t'ai parlé des gens qui... j'en ai parlé, qui
recline, ceux qui baissent leur siège devant toi, surtout dans des avions. Ceux qui prennent Air Canada Sable, le Jazz ou Rouge, mon gars, t'as les genoux déjà Dans le front. Ouais. Fait que je sac mes genoux, quitte à me faire mal aux genoux, je sac mes genoux dans le dos de la personne devant. Puis je fais comme, t'as voulu recliner, mais tu vas avoir deux rotules dans le dos aussi. Des fois, je me dis, aïe, à un moment donné, je vais me battre avec quelqu'un parce que je sac les... De toute façon, j'ai des grandes jambes, fait que je les sac dans le dos. Je sais pas si les gens s'en rendent compte. Et l'autre affaire, c'est parce que je suis un travailleur professionnel, en fait, un voyageur professionnel, dans le fond, qui voyage pour sa profession. Quand il y a des touristes, ça va arriver parce que je m'en vais à Orlando probablement, il y a des gens qui pensent que mettre son chapeau dans les overbags, j'ai juste en anglais, dans les soutes, les trucs de bagages les en bins. haut, dans les bins, c'est correct de mettre un chapeau. Moi, c'est un appel à... Je vais mettre mon carry-on direct dessus. Fait que tu vas avoir un chapeau plate, mon gars, pour tes vacances. Fait que t'es pas mal plus dans le passif agressif, finalement. Je pense que Probablement. Oui, c'est vrai. Bref, j'ai pensé à toi. Mais tout ça pour dire que j'en ai écouté la moitié. Puis la deuxième moitié, c'était hier en revenant, pendant qu'il y avait une tempête de verglas ici. Je suis quand même fier de moi. Tu sais, les vacances n'étaient pas terminées. J'ai regardé 2 matchs et demi pendant mon vol de retour. Okay. Je suis très, très fier. Justement, passons aux choses sérieuses. On va parler naturellement du reste de la MLS. On va parler de notre classement alternatif qu'il faut mettre à jour aussi, qu'on va peut-être suivre au courant de l'année. On va voir si ça va tenir, ce classement alternatif-là. On va parler de Coupe du Monde aussi, peut-être des problèmes avec l'Iran. On va en parler un peu plus. Mais commençons avec le CF Montréal qui a gagné sa première victoire cette saison, en fait, qui a remporté un match 3-0 face aux Red Bulls de New York. Et à ce moment-là, aujourd'hui, le jeudi 12 mars, après cette victoire de 3-0, on se dit, ça y est, tout est réglé. N'est-ce pas, Olivier? Non. C'est ça la question mais je t'ai intéressé du podcast. Tout est réglé. Okay, là. C'est la question. Tout va bien. On se dit pas ça, on se demande. Non, mais tout est réglé, non? Non. Qu'est-ce qui n'est pas réglé? Ben, t'as une victoire. Tu t'es fait planter sur les 2 premiers matchs. T'as réussi à battre les Red Bulls. En fait, moi, je te dirais, j'ai hâte de voir comment les Red Bulls vont se replacer là, sur les prochains matchs parce que les kids, Mehmeti, en passant, est phénoménal. 16 ans. Top. J'ai regardé leur deuxième match parce qu'en fin de semaine, je fais Toronto Red Bulls avec, je l'espère, les débuts de Josh Sargent avec Toronto. Mehmeti est... Fred, il fait pas 1 an et demi en MLS. Oublie ça, il est incroyable. Sauf que c'est beaucoup de kids qui enchaînent match après match après match. Ah oui. Souviens-toi ce qu'on a dit avec Guboglo. Souviens-toi ce qu'on disait, même avec Nathan Saliba. Les matchs viennent vite pour ces gars-là qui passent de 0 à 250 km/h d'un coup, puis qui étaient sur un high de « Hey, notre carrière, ça va être extraordinaire. Nous, on va rouler sur le corps de tout le monde. » On va gagner 34 matchs, c'est sûr. Ben c'est ça. Puis naïvement, t'aimes ça, cette énergie-là, mais ça peut pas tenir non plus. Donc, moi, je ferais attention. C'était peut-être une équipe que tu as frappé au bon moment, mais les ajustements que Marco Donadel a fait, chapeau, là. C'est une victoire de coaching, ça. Moi, je veux dire ça, tu sais, je fais des blagues, est-ce que tout est réglé? Moi, je pense que la victoire, puis je l'ai dit en ondes, la victoire est de loin le meilleur analgésique. La conversation présentement chez les partisans du CF Montréal est ailleurs et beaucoup plus sereine aussi. Ça, c'est agréable, surtout pour ceux qui vivent à Montréal, et du moins au Québec, puis qui suivent le CF Montréal. Puis, j'allais dire, parce que si tu prends ce match-là hors du temps, puis tu regardes juste celui-là, tu te dis CF Montréal, c'est pas nécessairement une bonne équipe, ou tu sais, c'est pas tenable, ce style de jeu nécessairement là. Il y a beaucoup à redire dans plein de petits départements à gauche et à droite. Ouais. Mais si tu le remets dans les circonstances, après 2 défaites où ça a été une catastrophe, c'est vraiment un beau pas dans la bonne direction. Ils ont pris vraiment un beau pas, puis il n'y a rien de réglé, mais au moins on a arrêté, ça coule plus pour l'instant. C'était dans le podcast où on s'en était parlé après le dernier enregistrement hors d'onde, puis tu avais dit, parce que tu sais, tu dis souvent, moi je suis un immigrant du soccer, je suis pas celui qui est nécessairement le plus équipé de tous pour faire des jugements tactiques, des jugements techniques. Mais écoute, ça, oui, tu as raison, je dis ça, mais je vais juste me garder une petite gêne parce que je connais pas plus ça que Donadel. Laisse-moi juste finir 2 secondes, parce que tu as des props là, qui s'en viennent, là, vas-y. OK. Ça, c'est probablement un bon commentaire qui s'en vient. Probablement Carlsberg. Parce que c'est toi qui as dit, tu sais, on parlait... C'était après le deuxième match. On se disait, il y a quelque chose qui cloche. Là, il y a des gars, il y a beaucoup de gars qui sont... Ah, c'est ça. Notre discussion, c'était il y a beaucoup de gars qui sont hors position. Puis comment tu fais pour mettre en valeur tes gars? Puis tu avais dit, à un moment donné, ils passent-tu à 3 derrière? Puis à ce moment-là, je t'ai dit,
Je ne sais pas s'il a l'intention de le faire, mais j'ai l'impression que tu règles un paquet de problèmes en faisant ça. Puis c'est ce qu'on a vu. Dans le fond, tu as limité tes vulnérabilités. Brian Vera, là, quand il décide de partir sur quelqu'un, là, parce que c'est sa grande qualité, mais il peut passer à travers aussi. Quand tu es isolé sur un côté, puis tu es large, puis il n'y a personne proche de toi, puis tu passes dans le beurre, t'es mort, parce que c'est une autoroute pour l'adversaire. Oui. Là, quand t'as quelqu'un, t'as Morales qui est juste à côté de toi, ces gars-là ont beaucoup plus de punch. Quand t'as Ivan Jaime qui a besoin de connecter, à Chicago, il était tout seul entre deux mondes. Owusu qui est à l'autre bout du monde devant lui, puis tout le reste de la gang qui était derrière, puis tu sentais qu'il voulait courir avec le ballon, mais pas capable de connecter avec personne. Fait que t'as limité tes vulnérabilités, puis t'as mis en valeur les gars aux positions que tu trouves les mieux équipés. Ça a fait un monde, c'est rare, là. C'est rare, parce qu'on dit souvent, puis Marco Donadel est le premier à dire ça. Vous aimez les X, puis je comprends ce que tu veux dire. J'ai pas joué à 3 défenseurs, j'ai joué à 4 défenseurs Hey. avec Avilés. Si tu regardes le heatmap, il y a un peu raison parce qu'Avilés est beaucoup plus sur la droite, puis Thoralson, en moyenne, est juste devant lui. Mais Thoralson a de la liberté, peut justement aller un peu plus vers l'avant. J'ai trouvé que c'était un super poste aussi pour Thoralson, qui régulièrement est arrivé en deuxième vague. Puis ça fait un autre joueur à mon donné pour Jaime, pour connecter, pour Carmona. Je comprends, mais on coupe OK, mais sur les 2 premiers matchs, d'abord, il a joué à 2 derrière? Tu sais, je veux dire, Ouais, si on veut dire ça, là, je comprends son point, là, parce que là, on est dans les nuances tactiques, puis il serait sûrement capable de faire la démonstration mathématique que ce qu'il dit est vrai. Mais ils ont joué à 3 derrière. Là. C'était évident que tu avais un système où il y avait beaucoup plus de trafic dans l'axe, puis je pense que ça a super bien fonctionné. Vera, Thoralson jouent à leur poste, à des postes où ils sont mieux. 100%. Petrasso, Ça, je suis pas sûr. Mais je l'ai trouvé... Moi, je trouve que justement, c'était... Je sais pas s'il a joué l'extraordinaire match, mais il était là où il fallait. Oui, mais en fait... C'est lui et Thoralson qui ont couvert le plus de distance, d'ailleurs. Puis je vais juste faire une petite parenthèse. Vas-y. Thoralson, c'est celui qui a couvert en 3 matchs le plus de distance pour le CF Montréal. Il est dans le top 25 de la MLS, 22e en passant Thoralson. C'est lui qui court le plus. Mon commentaire sur Petrasso, là, puis là, je veux juste être fair. Je me projette, là. Tu restes avec ce système-là, sachant que tu as Owusu, sachant que tu veux combiner avec Jaime comme 10, sachant qu'il va falloir que tu défendes, mais que tu attaques aussi, là, parce que tes pistons, à un moment donné, là, on vient de flipper la patente à l'envers. On a passé tout le camp d'entraînement à parler d'ailier qui allait rentrer. Ouais. Ça, c'est parti par la fenêtre. Puis là, On est d'accord? mais en même temps, avec les ailiers qui rentrent, tes latéraux doivent monter aussi. Ouais, mais tes ailiers ne rentrent plus, là. Tu as Thoralson qui est un droitier à droite. Il est dans le demi-espace, Thoralson, justement. Le fait qu'Avilés soit poussé en défenseur droit, puis c'est pour ça que je reviens au heatmap, il revient un peu à l'intérieur dans le demi-espace. Oui, mais il n'est pas poussé en défenseur droit à Villes qui va centrer le ballon. Si tu as quelqu'un qui se ramasse, tu sais, à un moment donné, là, tu te ramasses en tir offensif, et tu ne vas pas demander à Thoralson de rentrer sur Ivan Jaime. Tu vas demander à Thoralson de déborder. Luca Petrasso, parce que là, tu reviens à... Tu l'as-tu ton ailier gauche ou ton piston gauche? Moi, ce match-là m'a fait dire, parce que j'ai trouvé que Petrasso a de l'allure, là. C'est qui joue là s'il n'est pas là? Si c'est Ben, pas c'est lui? ça mon point. Puis on disait même à 4, puis là, on s'est dit, OK, Brian, on s'est comme convaincu que Brian Vera était correct la doublure. Si Petrasso n'est pas là, il y a Vera qui pourrait peut-être jouer. Mais même à 4, mais que ce soit à 4 ou maintenant à 5 ou à 3, là. Tu peux pas le faire jouer Vera comme piston gauche, c'est ça que je veux dire. Là. Non. Puis même à 4, c'est un défenseur central. C'est Streit qui est supposé d'être là. Avec 3 défenseurs? Ben, comme il Streit fait le couloir? Ben, quand t'as Petrasso, Streit, c'est les 2 gars. L'affaire, c'est que Streit est rentré. Il y avait la hiérarchie devient ça. Ben, ou sinon, tu peux essayer de faire jouer Thoralson là. Parce qu'il n'a pas fait sortir, quand il est rentré Streit, il n'a pas fait sortir Petrasso. Mon point, c'est que... Non, mais c'est une blessure en défense, par contre. Oui. Ouais. Ce que je pensais depuis le début de la saison, en disant, puis quand on a fait notre charte de profondeur, je me disais, il manque quelqu'un à la hauteur de Petrasso, quitte même à améliorer le poste où Petrasso est. Puis ça, c'était à 4. C'était à 4. Puis c'est toujours valide. avec la flexibilité de passer à 3 aussi, parce que Petrasso peut faire à 4 et à 3 aussi, non? Oui. Oui. Puis pas... T'as pas le meilleur de la ligue, là. Mais non, c'est ça, pas hors norme, mais il peut faire la job. Il peut faire la job. En tir offensif, j'ai mes doutes, par contre. Ouais. Luca Petrasso, c'est un gars qui est solide, il va être à sa place, mais sa qualité de centre, je veux dire, si tu vers lui que tu veux te tourner pour envoyer un ballon décisif... Mais à un moment donné, il faut que tu choisisses, puis il y a des places où il faut que tu économises.
Dans les circonstances. Je sais que les gens n'aiment pas entendre ça, mais je pense que c'est-tu la première position sur laquelle je mettrais beaucoup d'argent? Alors. Mais ça va être la clé de ça, si tu bouges, si tu recrutes seulement à l'été, ça va être Streit. Ce que j'allais dire, juste pour conclure là-dessus, il a eu l'air, puis il est jeune. On a parlé avec Streit quand on était en Floride, toi et moi. Ouais. Il est en mode découverte, là. Il débarque aux États-Unis, je pense qu'il découvre la Ligue. Chicago, c'est une catastrophe. C'est ça. Oui, il rentrait dans une catastrophe. On est d'accord. Juste ajouté à la catastrophe. Mais là, tu rentres dans un match où ça va bien. La chance que tu rates, là, il n'a pas dormi de la semaine, Streit. Puis je pense que lui, ça va prendre un moment là, où ça clique, puis il fait comme, OK, je suis capable d'être moi-même. Puis ça passe probablement par lui. Si tu veux garder ce système-là, puis tu veux un backup à Petrasso, qui s'est pas blessé de l'année dernière, mais qui a eu des problèmes au camp d'entraînement, je pense que ça va passer par son backup. Là, il y a des qualités. Puis ça, c'est peut-être ça qui est rassurant, ou du moins qui est intéressant pour Streit, c'est que tu les vois à l'entraînement. Puis même dans les 2 flaflas qu'il a fait, les 2 matchs dans lesquels il a embarqué, il y a 2-3 affaires. Tu dis, il y a des affaires que c'est dans l'équipe, les autres n'ont pas. OK, ce que j'entends, puis peut-être que je te mets des mots dans la bouche, mais c'est que cette nouvelle disposition tactique, cette nouvelle organisation-là, ce replacement de certains joueurs, c'est probablement à court terme la solution. On continue comme ça, Orlando, tu ne peux pas bouger. Le problème, c'est pas un problème, là, par contre. Mais moi, ce qui m'est tout de suite sorti... c'est une chip? Ouais. C'est la première affaire. J'ai pensé à toi. Je t'ai installé avec mon petit verre de rhum. Ouais, t'as pensé à ça? Ben oui. Première chose, parce que là, tu viens de sacrifier, puis je le comprends. Je suis prévisible? Ben non. C'est ça. Non, mais c'est parce que là... La seule façon d'augmenter des revenus, ça sera de vendre des joueurs. Puis de les augmenter beaucoup, ça sera de frapper des coups de circuit. La seule chose coup de circuit, c'est Sinchuk. Ouais. S'il joue pas... Il reste du temps, mot à dire. Regarde, Sealy et Owusu n'ont pas fait leur but dans une moitié de saison l'an dernier. Il reste du temps, il n'y a pas de panique à avoir. Ce schéma-là tactique, il joue Sinchuk. je pense pas que tu es... Parce qu'il peut pas jouer à la place de Jaime, poste pour poste, Jaime ou Carmona, parce que Carmona fait le sale travail derrière. C'est ça aussi qui est extraordinaire dans son match de Carmona. Il fait le boulot derrière les 2 autres gars. Là. Lui, il revient sur mes métiers. Il fait ce match-là si c'est pas à New York? Il n'y a pas de réponse à cette question-là, mais c'est un facteur mais qui rentre depuis le début de la saison, on nous parle du volume de jeu, de la capacité physique de Carmona. On n'a pas parlé de dire on a dit la même chose de Streit, par exemple. Oui. Non, pas de la même façon. Okay. Il parlait de répétition, il parlait de conditions physiques. Okay. Streit, c'est un gars qui peut être percutant, c'est un gars qui est rapide, qui peut prendre quelqu'un 1 contre 1. Ouais. C'est pas Carmona, ça. Carmona ne prend pas personne en 1 contre 1. Non. Ben, peut-être mais peut-être en roche, papier, ciseaux. J'en ai joué une tonne, ça, dans la dernière semaine. Je voulais un break de roche, papier, ciseaux. Allumette ou pas allumette quand tu joues avec ton gars, toi? Ce qu'il veut, mon gars. De toute façon, allumette. C'est lui qui décide. Ben oui. De toute façon, allumette. Moi, je suis le dictateur de roche, papier, ciseaux. Sors-moi pas d'allumette là. Allumette, c'est parce que... On va perdre du temps là-dessus, mais allumette, c'est de loin le plus faible pourcentage de victoire. Tu prendras allumette, mon gars. Il sait pas. C'est pas un Moneyball que t'es pas... écoute, t'es pas... Advanced Stats, tu connais pas ça encore. Billy Bean, il fumait pas, lui. Moi, je voulais dire autre chose, OK? J'ai vu ce match-là, puis tu vas comprendre ce que je veux dire. Pour une fois, et je l'ai dit dans le broadcast, je ne sais pas si les gens savaient d'où je venais nécessairement, mais pour une fois... Saint-Jérôme. Les faits de jeu tournent en faveur du CF Montréal, ou ont tourné face aux Red Bulls de New York. J'ai hâte de savoir de quoi tu parles. L'an dernier et cette saison, les gens de l'état-major, les entraîneurs adjoints, puis ça va jusqu'au président, ont dit, avec plus ou moins raison, on dit « Ah, on n'a pas été chanceux, on n'a pas eu de bons favorables. D'habitude, dans une saison, une malchance est effacée par une occasion profitable qu'on aura eue plus tard. San Diego, but en fin de match, but sur coup de pied arrêté, tu sais, tout ça. Expulsion, tout ça arrive dans un même match, dans des circonstances. D'habitude, c'est 1 sur 3 qui arrive dans un match. Il y a ce sentiment-là que le CF Montréal n'était pas verni. Je pense qu'ils l'ont été face à ça. Et ça m'a fait penser... Pour une situation en particulier ou tu parles du match au complet? Au complet, en général. Parce que moi, il y a plusieurs moments, puis je m'étais pris une note en regardant le match. Il y a plusieurs moments où... Tu sais, il y a des moments où Gillier, il y a eu des déviations, il a fait des arrêts. Puis il y a des moments où tu t'es dit, hey, ça, là, ça pouvait pogner le talon de quelqu'un, puis c'était fini, là. Ça tombait d'un pied de l'attaquant, où Gillier était surpris, il la remettait devant son but. Il y en a eu
si c'est pas 3-4, là, c'est pas arrivé une fois dans le match. Puis moi aussi, j'ai eu ce feeling-là de vous avez fait ce qu'il fallait, mais ça aurait pu être 3-3 ce match-là. Puis je suis pas certain que les Red Bulls l'auraient mérité, mais ça aurait pu être 3-3 quand même. Ça m'a fait penser au prochain adversaire d'Orlando. Puis Oscar Pereira qui disait, c'est drôle parce je réfère ça alors qu'il vient d'être congédié, mais je lui parlais de sa longévité. Il faisait 6 ans qu'il est avec Orlando. Comment ça se fait? Comment tu fais pour durer avec une équipe comme ça? Puis il m'a répondu assez platement. Il dit un dieu. C'est un gars qui est très pieux. Puis l'autre, il dit c'est des bons favorables. Puis il dit ça peut faire et défaire une carrière. Il y a un truc qui t'arrive, une lock. Il y a un ballon qui, justement, pogne à un moment donné un talon. Puis ça fait un cercle vertueux, puis t'enchaînes une série de victoires. Si ce talon-là n'avait pas été pogné ou si l'adversaire avait marqué un but, des fois, on ne se rend pas compte. En fait, avec toute l'analyse qu'on propose, puis le travail qui est mis aussi, ça prend... C'est niaiseux, puis dans la vie aussi comme ça prend un petit peu de luck, un petit peu de chance. Je pense qu'ils en ont eu cette fois-ci. Ça, je sais pas pour le juju si c'est bon, pour le karma, mais ça me réjouit. Je suis 100% d'accord avec toi. Le seul bémol que j'apporterais à ça, d'un Oscar Pereira qui, je pense, est assez humble dans ces moments-là, je ne sais pas comment il est en privé ou dans un vestiaire, c'est que des bons favorables dans ta propre surface de réparation, tu es en train de défendre dans ta propre surface de réparation. Donc, plus tu passes de temps là, plus tu as des chances d'être malchanceux, puis plus tu passes de temps dans l'autre surface de réparation, plus tu as des chances. Tu sais, c'est comme les équipes qui vont chercher des pénaltys. Ouais. Les gens disent « Ah, mais ils ont marqué 30 buts, mais il y en a 15 sur penalty. » Mais t'étais où sur le terrain? T'étais dans la surface de réparation. Il y a plein de choses. Mais demeure, à un moment donné, il se passe de quoi? On est d'accord. Tu sais, on revient il y a 2 ans, là, ce fameux but à Chicago. Oui, c'est un super bon exemple. Il y a un univers parallèle. Là, si Acosta ne frappe pas cette balle-là, puis Sirois, où il n'y a pas de vent, où Sirois Montréal gagne. Sirois est encore numéro 1, je pense. Non, mais peut-être. Puis tu sais pas là, ce qui arrive. Laurent Courtois Montréal est allait encore super coach. bien. C'était un début extraordinaire. Puis la sauce pogne. Martinez fait « Hey, Courtois, c'est mon meilleur pote. » C'est un super bon exemple, ça. Puis après ça, là, ils perdent. Puis ils se disent « C'est n'importe quoi, tout ça. » Orlando, prochain adversaire. C'est-tu le bon moment? J'ai eu des questions comme ça sur Twitter. On a-tu fini, par contre, sur ce match-là? Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. T'avais autre chose à dire? Oui, 2-3 affaires. Vas-y. Juste parce que là, on vient de parler de Jonathan Sirois. Thomas Gillier. Je reste un gros fan de sa personnalité, de sa capacité à faire des arrêts. Il y a un truc, puis je pense pas que ça va le plomber en MLS. Je pense qu'il a la capacité à s'ajuster en MLS. Mais pour ses ambitions, puis les ambitions des organisations, Bologne et le CF Montréal, pour un gars qui appartient encore à Bologne, là, son jeu balle au pied, il faut qu'il se calme. Il faut qu'il se calme, il faut qu'il soit plus juste. Je t'en ai parlé. Ouais, on ne l'a pas fait en ondes, mais... Non, mais là, moi le truc, tu sais, c'est un gars là, qui a des grandes ambitions pour lui-même en équipe nationale, en Europe, à Montréal d'abord, là, parce que tu sens que c'est de loin sa priorité. Il est au courant qu'il faut qu'il se prouve ici avant d'être capable de faire un pas ailleurs. Mais ça, il faut absolument que tu t'améliores, puis ça presse, parce que tu vas créer beaucoup trop de fébrilité. Moi, quelqu'un qui est animé dans les buts, j'aime ça, mais quand tu as le ballon, Patrice Bernier le dit tout le temps, il faut que tu sentes quelqu'un qui est en maîtrise derrière. Des fois, ça, c'est quelqu'un qui fait les choses vite, des fois calmement, mais il faut que tu sentes que c'est maîtrisé. Gillier, avec ses mains, avec ses arrêts, avec sa communication, je le sens en maîtrise. Avec ses pieds, c'est vite fébrile. Puis le danger, là, c'est que moi, si je suis le coach d'Orlando en fin de semaine, ça fait partie de mes notes. Là. J'essaie de le mettre dans le trouble, j'essaie de forcer des passes en retrait puis de pousser les attaquants à mettre de la pression sur lui. Donc ça, c'est un truc, moi, où je ferais vraiment, vraiment attention. La deuxième chose... juste sur ça, je t'avais parlé de ça parce que il souffrait de la comparaison avec Duran Ferry, le nouveau numéro 1, d'ailleurs, de 19 ans de San Diego, qui, lui, est un vrai joueur de ballon au pied, puis qui peut jouer de derrière. Puis quand tu les juxtaposes, hein, tu les mets côte à côte, tu fais « OK ». Puis, j'ai regardé beaucoup de Maxime Crépeau dernièrement aussi. Écoute, t'es à des années-lumière. On est 100% d'accord là-dessus. À l'inverse, dans les côtés beaucoup plus positifs,
Ivan Jaime, on est d'accord là, qu'il reste jusqu'en juin ou qu'il reste 5 ans, il ne sera jamais un leader vocal. Il sera jamais. Il est beaucoup plus dans le moule Nacho Piatti là, dans bien des domaines. Là, j'ai senti de la personnalité. Pour la première fois, je sais qu'il était rentré l'année passée. Son premier match, c'était contre Toronto. Il est rentré, il a taclé. Mais c'est un échantillon, c'est un flash. Là, dans ce match-là, moi, qu'on joue des corners courts sur lui, qu'on veuille lui donner le ballon, tu fais souvent la comparaison avec un Carles Hill, dans le sens de le faire jouer comme milieu offensif. J'ai senti une beaucoup plus grande, déjà où tu le fais jouer, de mettre du trafic autour de lui pour qu'il soit capable de combiner, de se faire oublier, de se retrouver entre les lignes. Puis il y avait un genre de... Puis peut-être que je vais trop loin, là, puis peut-être, comme tu disais tantôt, que c'est plus en contraste avec ce que j'ai pas vu l'année passée ou sur les 2 premiers matchs. J'ai senti un genre de « donnez-moi le ballon, là. Let's go, donnez-moi-le. Ouais. Puis on joue sur corner, là. Donne-moi-le. » Non, il y avait ça. Tu l'as pas senti. Il y avait ça. Bon, ça, je le confirme. C'est une nouvelle extraordinaire. J'étais au 5 à 7 RDS avant de partir en vacances il y a une dizaine de jours, puis j'ai dit, moi, j'en ai pas vu assez là, pour me faire dire, faut que tu signes faut que tu signes le chèque de 5,5 rendu fin juin. Là, si tu vois ça, puis que tu sens que tu es capable, donne-le à Jaime, puis il va se passer quelque chose, c'est une super, super bonne nouvelle. Tu peux, dans ce que je vais dire, tu peux le voir à moitié plein, à moitié vide, c'est-à-dire positif ou négatif. Il y a encore juste 60 minutes dans les jambes. À Chicago, il devait avoir 60 minutes. Il y a eu le carton rouge, ils l'ont tiré 10 minutes. 70, oui. Je parlais à Donadel, puis il m'a dit c'était un dilemme qu'on a eu. Bon, on l'a tiré 10 minutes pour essayer de continuer. Ouais. Puis, dernière chose, Samuel Piette qui a 10 minutes, après combien de matchs où il joue pas, où il joue 10 minutes, tu te dis... Parce que moi, Matty Longstaff, je suis fan. Dans ce système-là, là, il couvre du terrain. Je trouve qu'il apporte de la personnalité. L'Autori, tu le remarques pas, puis c'est pas nécessairement négatif, mais j'ai de la misère à voir ce que l'Autori apporte que Piette pourrait pas apporter. Il couvre plus de terrain, 100%. Mais sachant que tu as Carmona puis Jaime en avant, as-tu besoin de quelqu'un qui couvre plus de terrain ou tu as besoin de quelqu'un qui équilibre? Parce que là, tu as pas mal plus de monde, techniquement, en attaque. J'ai hâte de voir au cours des prochaines semaines. Mais, je l'ai pas mis dans mes notes, mais c'est parce qu'on se fait rengaine, mais... À suivre, bref. Et on l'avait dit en pré-saison. L'Autori Longstaff. Oui, mais en fait, moi, je double down parce que si tu es dans un 4-4-2, là, on pourrait s'obstiner encore sur les nuances de, là, puis Marco Donadel aurait sûrement raison de nous reprendre, mais essentiellement, tu avais 2 milieux de terrain. Tu avais l'Autori et Longstaff. Là, je peux comprendre. Tu te dis, il y a trop de terrain à couvrir. Piette, c'est moins son bag. Lui, c'est de s'asseoir devant la défense, puis l'Autori, lui, est capable de galoper 40 mètres en avant, 40 mètres en arrière, à une vitesse qui est plus grande que celle de Piette. Mais là, avec tout ce trafic-là, puis tu es clairement en train de dire on compacte les choses dans ta colonne vertébrale, moi, il me semble que je vais juste faire une nuance, là. J'accepte ce que tu dis, là. Puis c'est un peu pour ça qu'il n'est pas en sélection nécessairement avec Jesse Marsh. Il joue pas en marchette, là, Piette. Il est capable d'en couvrir. Là. Non, mais il y a une différence à jouer à deux au milieu. C'est un gars intelligent, puis c'est un gars qui est capable de gérer justement ses efforts. Puis, comme Bernier à l'époque avec Jesse Marsh. Il n'était pas Colin Warner. Oui, mais Bernier n'était pas Colin Warner à l'époque. Oui, mais il aimait ça aller vers l'avant quand même. C'est la limite. Mais moi, je te dis qu'il y a plus de passes qui cassent des lignes potentiellement, même s'il y a encore cette idée-là que Piette joue latéralement puis derrière. C'est propre. C'est propre, tu perds pas les ballons. Ça, j'ai hâte de voir l'évolution. Je pense qu'en ce moment, la priorité des... Non, puis tu as un relais du coach sur le terrain aussi. T'as raison. Bref, moi, j'ai fini sur ce match-là. C'est un bon moment d'affronter Orlando parce que là, tout le monde dit « Aïe, les gens m'ont dit... » En fait, je vais répondre à cette question-là. Est-ce que, justement, là, Orlando s'est séparé de l'entraîneur? Vous savez peut-être, ceux qui nous écoutent le savent assurément. Oscar Pareja n'est plus l'entraîneur. On dit d'un commun accord. On a déjà entendu ça aussi à Montréal, d'un commun accord. D'un commun accord, on l'a parti. Après 6 saisons consécutives en séries éliminatoires. Par contre, sa dernière victoire, on ne le mesurait pas, hein, mais la dernière victoire de cette équipe-là, c'était le 20 septembre dernier contre Nashville. Depuis, ils sont 0-7-3, 7 défaites, 3 matchs nuls. J'ai essayé de faire l'an dernier, parce que les gens disaient, il va y avoir le fameux électrochoc, tu changes de coach, ça va super bien. En sport, en hockey particulièrement, on pense que c'est ça. J'ai regardé d'ailleurs cette année dans NHL, il y a LA puis Columbus, je pense que je les ai tous,
qui ont changé d'entraîneur. Columbus, ils ont explosé. Puis Los Angeles, c'est 2 victoires, 3 défaites avec leur nouvel entraîneur. Ça, c'est depuis hier. Je ne sais pas s'ils ont joué hier, mais bref. En 2025, la fiche, il y a 5 entraîneurs qui ont sauté pendant la saison. La fiche, le match d'après, 2 victoires, 2 défaites, 1 match nul. Fait qu'il n'y a pas, il y a pas rien non, il n'y a pas de... Puis, de toute façon, Montréal fait partie de ça. Oui, Montréal, match nul. Je vais te dire, Vermis à Kansas City, victoire. Melberg à Saint-Louis, victoire. Le Seine en milieu d'été, défaite. Puis Porter en fin d'année, défaite. Et puis Montréal, là, on s'entend en termes de résultats. Ce n'est pas un commentaire sur Marco Donadel, là, mais ce match nul-là, il skew les stats, s'il vous plaît, là, parce qu'après, tu n'es pas allé chercher grand-chose jusqu'en juillet. Mais ce match nul-là, par contre, Donadel a la prétention de l'avoir gagné contre Chicago. Puis c'est vrai qu'au niveau des plus projetés, puis si tu regardes le match encore, c'était un bon match. Mais fair enough. C'était un bon match dans les circonstances. Mais ce que je veux dire, ton électrochoc, là, il t'a donné 1 point, mais sur les 10 prochains matchs, il t'a pas donné grand-chose. Ouais. Ce que j'ai hâte de voir aussi dans ce match-là, c'est que tu as 2 équipes. Bon, il y a eu beaucoup de cartons rouges en MLS, mais Crépeau. C'est 28e pour la possession, Montréal, cette année en MLS. 28e. Puis 29e, c'est Orlando. 39%, Montréal, 38% Orlando. C'est l'arbitre qui jongle au milieu du terrain. Puis, on va le donner à l'arbitre pour 20%. On va prendre le reste. J'ai hâte de voir ce match-là, sans Crépeau. Hey, Orlando, là. Je regardais le match Orlando-NYCFC quand Crépeau se fait expulser en tout début de match pour une main à l'extérieur de la surface où Max n'aura pas le score de l'année. Là, non, mais tu te souviens, le commentateur, c'est notre ami Ian Joy. Ouais. Il a été dur envers Crépeau. Moi, je trouve que... Il est à l'extérieur, il l'attrape, là, Fred. Il l'attrape, il arrête pas. Tu prends pas de chance. La minute que tu penses que tu es proche, il y avait personne sur lui. Tu plonges la tête, tu dégages du genou, tu le prends de la poitrine. Max, c'est un joueur de ballon. Écoute, il a joué attaquant en réserve, en MLS Non, Reserves. je suis d'accord. C'est parce que dans les circonstances, ton équipe va mal, ton équipe, c'est le petit terrain de New York. Tu veux être proactif, tu es peut-être trop... Peut-être que Max, des fois, a cette maladie-là, comme plusieurs joueurs, très volontaire. Il est gambler. Il est trop volontaire. Peut-être pas gambler. Moi, il est gambler, non, mais peut-être. Il se dit lui-même, gambler. Je vais participer. Dans les buts, je suis all-in. Quand je décide d'y aller, moi, je pense que sa sortie était correcte. Là. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, il y a un ballon qui est joué à l'entrée de sa surface de réparation. Il sort. Il l'attrape sa ligne, sur la ligne, il continue son mouvement. Mais il n'est pas capable de laisser le ballon partir de ses mains. Il est vraiment ça. Il est à l'extérieur. Là. Il est à l'extérieur. L'expulsion est méritée. Puis quand je te parlais de perception là, pour la Coupe du Monde, ça m'écarte. Tu l'as regardé 2 fois, non? Ouais. De quoi? OK, j'essaie de le défendre. Okay. Il est à l'extérieur. Là. Bref, fait que... okay. Mais cette équipe-là d'Orlando, là où je voulais en venir, puis j'oublie le nom du deuxième gardien. Là. Otero. Écoute, je sais pas si c'est son dernier départ, c'était contre quelle équipe? Contre le CF Montréal. Ouais. Écoute, je sais pas si c'est parce que son équipe était à la déroute, si lui, il était pas prêt pour jouer, puis... il est sorti au Studio 54 la veille, ou je sais pas c'est quoi, mais il avait pas l'air prêt du tout à rentrer. Puis cette équipe-là d'Orlando a l'air... Tu sais, quand le CF Montréal a joué ses matchs contre Toronto, là, puis ça se regardait à droite, à gauche dans la surface de réparation, pourquoi t'as pas pris ton gars? C'est quoi ce dégage? C'était pourri. C'était une catastrophe. Puis ils se sont fait piler dessus par New York au premier match. Hein? Non, mais c'est ça que ça m'a fait. Il y a un journaliste, je ne veux pas parler de fight avec personne, mais un journaliste de TSN qui suit l'équipe qui a tout de suite tweeté. Ça, c'est un tweet. C'est une réaction, c'est pas une réflexion. OK? C'est à cause des affaires de même. Parce que des affaires comme quoi? Des affaires comme Crépeau, le carton rouge de Crépeau. Des affaires comme ça que Jesse Marsh, ça va sûrement faire réfléchir Jesse Marsh dans cette course pour le numéro 1 pour l'équipe nationale. Des erreurs comme ça, Crépeau, il en fait. Ce carton rouge-là va faire réfléchir Jesse Marsh. Ça, c'est du twitterisme de schnout. Y a-tu tweeté quand Crépeau a fait 3 arrêts sur Messi? Y a-tu tweeté quand Crépeau a fait 15 arrêts face aux Red Bulls de New York alors qu'il était bombardé, mon gars? Puis il a fait la différence, puis il les a gardés dans le match. Puis à la fin de tout mon rant intérieur à propos de ce tweet-là, je me suis dit, Olivier a raison, c'est Sinclair, à cause de la perception culturelle en ce moment, à cause de la perception des médias qui va commencer pour le Canada. Je pense... Parce que tu en tenais rigueur, mon gars. Mais moi, as-tu vu Sinclair? En tout cas. Non, je suis d'accord, mais moi, ce que je te dis, c'est que
moi, je pense que Jesse Marsh avait déjà en partie son idée de fait quand il a commencé à pousser la candidature de Sinclair pour gardien de l'année. Puis il cherche Puis un là, peu de validation. Mais là, il y en moi, a je avec pense des pas gars qu'il qui cherche, disent des je pense pas qu'il cherche approximations. rien. Tu sais, Max, moi, tu sais, là, je l'aime d'amour. Là, je l'ai coaché avec la réserve. Mais en ce moment, l'équipe dans laquelle il joue, puis ça, c'est pas de sa faute, là, c'est pas lui qui a décidé là, que ça allait partir comme ça. L'équipe dans laquelle son, entre guillemets, rival joue, puis des expulsions comme ça, c'est des faits de jeu où, oui, c'est parce que ça peut payer gros, mais comme tous les défenseurs et les gardiens, on se rappelle surtout de quoi? Le match où tu as fait 5 arrêts extraordinaires puis ton équipe a perdu, ou la fois où tu t'es fait expulser puis finalement ton équipe s'est écroulée. Tu t'en rappelles plus. Puis je pense que c'est la nature humaine. Je suis pas particulièrement... je dis pas que c'est une manière juste d'avoir une grille d'analyse, mais oui, je pense que ça va jouer dans la tête de Jesse Marsh. Je parlais de la gestion d'Orlando. Il y a deux choses aussi qui me frappent par rapport à tout ce qui arrive là-bas. Premièrement, ils n'ont pas choisi le moment pour se séparer de Pareja. Ça veut dire, moi je pense d'ailleurs, ça veut dire que le torchon brûlait depuis plus longtemps. Ben, c'est Laurent Courtois bis. Oui, c'est ça. Mais même pire, probablement aussi. Je pense qu'on ne s'entendait pas sur plein d'affaires. J'ai revu aussi des entrevues de Pareja en pré-saison. Tu sens qu'il y a quelque chose il y a une roche dans le soulier pour Pareja aussi. Ils n'ont pas choisi leur moment parce qu'ils jouent Montréal à domicile, mais après ça, tu sais quoi Vas-y. ce qui s'en vient pour eux? Nashville, LAFC, au LAFC, puis ils s'en vont après ça à Columbus. Sur 4 matchs, Montréal devient super important si les résultats leur importent à ce moment-ci. Puis l'autre affaire, c'est que, parce que on va peut-être parler de Griezmann dans quelques instants, mais tu sais, Orlando, c'est une équipe qui est active depuis longtemps, puis qui a été active dans l'entre-saison. Puis j'hésite à savoir si c'est un nouveau cycle où on a juste été... on a joué au Football Manager. Mm-hmm. Parce qu'on a sorti on a quand même investi, tu sais. On est allé chercher 3 Brésiliens pour... Je regarde, là, on a dépensé 5, 6... En fait, au total, là, on a dépensé à peu près en transfert entrant presque 9-10 millions de dollars. Mais en sortant, par contre, on a vendu Freeman, on n'a pas le choix. Ouais. Enrique Schlegel, Thoralson, Santos. En fait, dans cette entre-saison, où il manque, puis on a sorti Mouriel aussi, l'autre joueur désigné, c'est 237 000 qu'on a mis de plus quand même. C'est une équipe qui a vraiment... Tu sais, Galessé, qui gagnait 1,2, on est allé chercher Crépeau, qui ne peut pas nécessairement être l'équivalent. Peut-être que Galessé est un peu meilleur. Mais en même temps, tu ne perds pas beaucoup au change, puis ça te permet d'économiser 400 000 pour mettre ailleurs. Ouais. On a vraiment joué avec la masse salariale, puis visiblement, ça n'a pas plu à Pareja. Parce qu'en même temps, de l'extérieur, tu as l'impression qu'ils n'ont pas rempli, la direction sportive n'a pas rempli leurs promesses envers Pareja d'aller chercher au moins un autre bon joueur, un joueur désigné. Ce gars-là, c'est peut-être Griezmann. Puis, oui. Puis, tu te ramasses-tu avec une situation comme... puis là, je ne suis pas du tout en train de comparer Philip Neville à Oscar Pareja, mais est-ce que Griezmann arrive, là, puis tout d'un coup, Orlando devient top, un peu comme Messi en 2023, puis tu as un nouveau coach qui débarque? Mais c'est une équipe quand même... Hey, j'ai beau parler de la fin de saison qui est de la chenoute, 53 points, 9e. Mais 53 points de l'année d'avant... Premièrement, 53 points ont fait plus de points en 2025 qu'ils en ont fait en 2024. C'est 1 point de plus. 53-52. 53 points l'an passé, ça équivaut... En fait, il aurait été 4e meilleure équipe dans l'Est. Avec 53 points, ils étaient 9e aussi. Fait que c'était un peu... Il y a un classement qui était débalancé l'an passé. Mais c'est ce que tu disais tantôt. Une fois que ça glisse... Non, mais une fois que ça glisse. Une fois que ça glisse, une fois que tu sais que tu t'entends pas, une fois que tu sais que... Il voulait X, tu lui donnais Y. Tu penses A, lui, il pense B. Puis ça dure depuis les exit meetings l'année d'avant, ou quand en entraînement, tu as des commentaires, comme tu as dit, qui font pas l'affaire de la haute direction. Puis là, à un moment donné, tu te fais planter. Puis après ça, tu vas sonder une couple de joueurs dans le vestiaire qui te disent « Ouais, mais j'avoue, ça passe un peu moins bien que ça passait. » C'est fini. C'est fini. Tes résultats préalables peuvent pas justifier, à moins que tu y ailles all-in avec ton coach. Mais là, c'est un méchant gamble au bout de 3 matchs. Est-ce que Montréal est dans le derby? Griezmann contre Orlando, contre peut-être Miami, LAFC? Oui ou non? Moi, ce que je verrais, c'est on a un peu comme Benteke, là. On a essayé. On a tenté. Mais
faut que tu mettes combien de plus? Tu sais, je regardais le match de Toronto, puis Georgi Mihailovic est super bon avec Toronto. Là, puis on en parlera tantôt là, de Josh Sargent qui s'en vient aussi. Ils ont payé 8 millions pour Georgi Mihailovic. Est-ce que le LAFC est obligé de payer 8 millions pour amener Mihailovic à LA? Moi, je pense que tu ne te rends pas à 8. Moi, je pense que Mihailovic, il y a quelque chose là où il y a une plus-value à être un de ces marchés-là. Alors que Toronto, tu le ramènes au Canada, c'est une équipe qui est en reconstruction. Tu fais des sacrifices quand même. Pas financiers, on s'entend là-dessus, là, parce que en termes de transfert et en termes de salaire, Mihailovic il a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Il faut que tu payes combien de plus pour amener Griezmann ici versus dans ces marchés-là? Parce que, puis je vais lui donner le crédit, là, c'est mon collègue Vandré Lefebvre à RDS qui a dit Griezmann, c'est un gars qui est super, super près de la culture latine. Tous ses coéquipiers paraguayens à l'Atlético disaient c'est un gars, il est plus paraguayen uruguayen que nous autres. Puis, c'est un fou de la culture sportive nord-américaine. NFL, NBA. Je veux dire, ça coûte quelque chose, là, l'amener là où il n'y a pas ça. Je ne sais pas s'il est fan des Alouettes. Juste ça qu'on connaît de lui. Puis les chiffres aussi en termes de salaire, qui est plus haut que Thomas Müller à Vancouver, qui est déjà astronomique. Oh, mais techniquement, il devrait t'en donner encore plus que Thomas Müller. Là. Hey, c'est attaquant. Ouais. Mais Griezmann, tu ne penses pas qu'il marque des pelletés de buts? À ce point-là, plus que Müller? Vraiment beaucoup plus que Müller? Parce que Müller est dans une super bonne équipe. Oui. Puis dans une équipe qui allait bien avant qu'il arrive aussi. Là, depuis une couple d'années, tu nous en parlais. Ben justement. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une plus-value à. Moi, j'en ai un peu. Je suis pas sûr. Je suis content. On était dedans. On a essayé, mais. Puis Alexandre Pratt a écrit un bel article aussi en disant on peut rêver à Griezmann, tu sais. Puis, il me semble qu'on fait... c'était pas un peu vers l'arrière, parce que ceux qui nous écoutent vont comprendre, parce qu'ils ont compris, je pense, depuis longtemps. Peut-être que celui qui regarde le CF Montréal en dilettante n'a pas compris, puis aime ça, voudrait bien avoir un gros nom à Montréal. Je sais pas s'il achèterait des billets pareils, mais au moins, il pourrait dire sur Twitter qu'on a un gros nom à Montréal. Tu sais, moi, je pense que les Montréalais, puis les fans du CF Montréal, les vrais, là... En fait, il n'y a pas des vrais et des faux, mais tu comprends ce que je veux dire. Ceux qui suivent vraiment. Ils comprennent qu'on a besoin, pas nécessairement de Griezmann, mais on a besoin d'un joueur désigné. On en a un avec Jaime, mais je pense que les gens rêveraient tout autant s'il y en avait un deuxième, parce que je regardais, là, au 12 mars 2026, il y a 14 clubs avec 3 joueurs désignés en ce moment à MLS. Il y en a 13 avec 2. Il y en a 3 avec un joueur désigné. C'est Dallas avec Petar Moussa, qui est un sacré joueur désigné. Il y a Montréal avec Jaime, qui est encore TBD. Confirmé. Ouais. Puis il y a Philadelphie avec Damiani. Ça va mal, Philadelphie, mais ils avaient déjà une structure. Puis en même temps, eux, les partisans là-bas pestent parce que Philadelphie dépense pas aussi. Ouais. Puis déjà ça, puis déjà aussi, je regardais aussi les joueurs TAM, parce que c'est ça aussi l'investissement du propriétaire. C'est des TAM, l'argent d'allocation ciblé, c'est ce qui te permet justement de sortir de ta masse salade puis d'en mettre plus, tu sais. En moyenne par équipe, puis là j'ai enlevé ceux qui sont en prêt, il y a des joueurs TAM qui sont en prêt, en moyenne par équipe dans la Ligue, d'après les documents de la MLS, il y a à peu près 4,9 joueurs TAM par équipe, donc 5. Montréal, il y en a 2, Owusu et Opoku. Il y en a un. Ben c'est ça. Fait que je pense pas qu'on a encore, j'insiste, puis là, des gens vont dire, ouais, je pense pas que Griezmann, dans les circonstances... Non, je comprends. Tu es en train de dire que t'as pas fini le Sunday puis tu voudrais la cerise, dans le fond. Là. Même plus, la cerise avec un café Chris puis un lapin de Pâques par-dessus, tu sais. Mais... En même temps, je suis pas contre Griezmann puis l'investissement, mais ce que tu dis. En ce moment, avec le budget que se donne le CF Montréal, un autre joueur désigné à 2 millions, tu sais, quelqu'un que j'ai vu aussi tu pourrais commencer par ça. La fameuse phrase par rapport à Piatti, 1 à 6 millions ou 3 à 2 millions. Je pense qu'on est dans le 3 à 2 millions. Puis le problème en ce moment de la perception, de rêver, là, c'est pas qu'on n'est pas capable d'aller chercher Griezmann, c'est qu'à un moment donné, là,
on regarde les chiffres pour nous faire... On n'est pas aveugle. Non. Il y a 14, puis il y a 27 équipes qui ont un joueur désigné de plus que nous. Là où je peux comprendre quelqu'un de... Parce que moi, j'étais le premier à faire des boutons l'année passée. Quand Olivier Giroud est venu, on a vu des maillots de l'équipe de France, on a vu des drapeaux de l'équipe de France, puis c'est super cool que les gens aient accès à des joueurs comme ça. Giroud est venu, puis il a marqué ici en plus. C'est une des seules fois qu'il a marqué dans son passage MLS, c'était au Stade Saputo. T'sais. Mais là, tout le monde... C'est pas vrai. Plusieurs personnes disaient c'est un nom de même dont on a besoin. Non, parce que le profil ne marche pas, parce que c'est trop cher, parce qu'il n'y a rien qui marchait dans Olivier Giroud au LAFC. Fait qu'imagine Olivier Giroud à Montréal. Ça n'aurait pas marché. Griezmann, tu m'as souvent dit, il y en a combien des noms Qui assoient des derrière. qui remplissent le stade? Moi, je pense que Griezmann est dans cette catégorie-là. Donc, là où j'apporte juste une parenthèse, c'est d'un point de vue business. Là, tu rentres les ventes, parce que toi, tu es en train de construire une équipe sportive. Tu es Luca Saputo. Mais moi, je suis le board, là, puis je dis, attends une minute. Comment on est capable de, je suis désolé, j'ai pas le terme, là, de offsetter ces coûts-là sur les revenus, les partenariats, là, parce que là, à un moment donné, ça va se mettre à embarquer, l'attention qu'on va aller chercher. Puis ça, j'ai pas la réponse. J'ai pas ça vaut combien de millions hors les résultats sportifs. Est-ce que Muller va empêcher Vancouver de déménager? Mais tu as raison, puis je vais me dédire moi-même parce que je t'ai dit la semaine dernière que les 5 équipes qui dépensent le plus, c'est les 5 équipes qui font le plus d'argent. Puis les 5 qui dépensent le moins en MLS, c'est celles qui perdent le plus d'argent. Oui, mais tu ne dédies pas nécessairement. C'est qu'ils ne dépensent pas one shot, le champ gauche. Ils dépensent tout court, tout le temps. Mais Griezmann, parce que ça, là, c'est à Marotte depuis des années. Il y en a combien qui assoient du monde d'un siège au Stade Saputo? Je pense que Griezmann, avec sa... Puis l'autre affaire, c'est que... Puis c'est pas Nacho Piatti, là. Griezmann, t'es capable de faire quelque chose avec lui en dehors du terrain aussi. Je suis pas son meilleur chum, j'ai jamais parlé, j'ai jamais serré la main. Mais il y a de la personnalité, il y a du bagou. Question d'incarner la ville de Montréal. Je serais curieux de savoir, là, comme investissement, un peu comme la MLS, Adidas et Miami ont investi dans Messi, à quel point Air Transat, les partners du CF Montréal et le CF Montréal et la MLS aussi pour le marché montréalais auraient intérêt à ce que Griezmann débarque ici. Ça, je serais curieux de savoir. Je peux-tu aussi dire un autre astérisque? J'ai la misère avec ce mot-là. Je vais le dire à mes 2 collègues de la presse, que je suis un lecteur de la presse, puis je pense qu'ils sont capables d'en prendre, puis ils vont comprendre. Ils n'ont pas fait à dessein, puis ils ont en partie raison. Je pense que Jeff Teotonio et Alexandre Pratt ont qualifié cette règle, la Discovery List, de règle archaïque, c'est-à-dire de règle niaiseuse, pas dépassée. Tu fais ta liste de joueurs qui n'existent pas, qui t'appartiennent. Exactement. Qui n'existent pas en MLS. Ce qui devient niaiseux, c'est de dire j'ai découvert, c'est la liste de découvertes en français, puis j'ai découvert Lionel Messi. Juste pour remettre les gens en contexte. Parce que c'était un shotgun sur un joueur. Chicago avait les droits de découverte de Didier Drogba à l'époque. Donc, le CF Montréal, quand Drogba a dit c'est entre Chicago puis Montréal, moi, on m'a dit que c'était... Il a appelé José Mourinho, il a dit non, tu t'en vas pas à Chicago ou Montréal, tu t'en vas à Montréal. Montréal a dédommagé Chicago pour leurs droits de découverte parce que c'est les seuls qui savaient que Drogba était bon. En MLS. C'est les seuls. Personne n'est au courant. Puis c'est ça. Mon point, c'est exactement ça. Oui, c'est niaiseux, puis le terme est niaiseux, OK? Puis oui, c'est fou de penser que le LAFC aurait découvert Lionel Messi. Ça devrait être la shotgun list, en fait. Exactement. C'est dibs. Tu sais. Mais ce que je veux dire, puis surtout à Montréal, c'est un mécanisme. En ce moment, la MLS a encore des mécanismes pour empêcher, pour protéger les plus petits marchés, pour s'assurer qu'il y a des équipes qui veulent dépenser à tout vent. Regardez Miami là, qui étire les règles. Regardez Toronto qui a payé combien pour Josh Sargent? 22, il vaut tout ça d'ailleurs? potentiellement 22? 27. Il vaut tout ça? 22, 27 millions en tout cas. On va t'en parler dans 2 minutes. Puis il y a plein d'autres équipes là, qui sont prêtes à allonger le cash. Puis en ce moment, d'ailleurs, pour les équipes d'expansion, alors qu'avant, on se disait, une équipe d'expansion, ça prend 3 affaires. C'est moi qui le disais, d'ailleurs. Le stade, le public, puis un propriétaire qui a de l'argent. Là, à cette heure, là, c'est un propriétaire qui a de l'argent d'abord. On cherche des milliardaires, des poches profondes, parce qu'on va accélérer d'un profit. Ça va être tough avec les revenus canadiens de suivre. Vancouver en est la preuve. Puis ça va être tough avec Montréal aussi de suivre. Il va falloir innover, il va falloir trouver des façons. Il va falloir que le dollar se maintienne, même remonte, et ainsi de suite. Mais cette règle-là,
je sais que si Orlando a les droits puis Griezmann veut venir à Montréal, ça a de l'air fou, puis c'est contre-productif. Mais ces mécanismes-là encore, même s'ils font pas l'affaire de Montréal souvent, Il est sur la liste de découverte de qui, Griezmann? on ne sait pas. C'est pas Et clair. Qui ça a est l'air sur la liste de Orlando. découverte du CF Montréal? On ne sait pas. On peut pas le savoir. Parce que, tu sais, on s'entend, mettons, ça peut être un demi-million ramassé à terre, là, aussi. Ouais. Oui. Non, mais il avait donné combien? J'imagine, pour Drogba. Non, c'était pas très cher pour Drogba. Non? je crois pas. C'est quoi pas très cher? Non, c'était dans les 6 chiffres, là, mais c'était comme un 200 000, non? Je sais pas, de gamme. Mais c'est ramassé à terre. Non, c'est ça, exactement. C'est- Non, puis ça c'est niaiseux au niveau de la... Quand le salaire de Sunusi Ibrahim est un problème justement salarial, ton 200 000 ramassé à terre Mais non, parce que mais t'as exactement. shotgun Griezmann. Non. Puis c'est là qu'il faut être judicieux, puis c'est là, à un moment donné, puis il faut avoir l'oreille sur ses rails, là, savoir qui s'en vient et qui s'en vient pas. Pour parce vrai. Que, oui. Parce que si... T'as Lewandowski, là, ça va bien ton affaire. Oui, c'est ça. En ce moment, tu dis que Lewandowski s'en vient, on va se faire un petit 500 000 sur le camp. Hey, le classement ou mon commentaire sur Sargent avant? OK, on est dans le bout ailleurs en MLS. Moi, je veux te faire recommentaire parce que tu en as parlé tout à l'heure. Juste te dire, t'as regardé Orlando NYCFC. Ouais. NYCFC, j'étais pas sûr cette année. Hey. Ils sont top. Ouais. Puis c'est deuxième année de Pascal Jensen. Je veux juste le dire parce qu'au dernier épisode, j'ai parlé de qu'est-ce qui reste des enseignements de Donadel, puis sur quoi on construit des principes de Donadel. Il y a eu 1 an pour mettre ses principes. Pascal Jensen, il y a eu 1 an. C'est pas grave, là. C'est vrai que ça marche pour certains, ça marche pas. Mais Pascal Jensen, il y a cette équipe-là bien en main. Puis quand ils vont se trouver à un numéro 9, attention. Ça joue. Ben, OK, ben là, tu viens de me faire Sargent. une passe à la palette parce que quand ils viennent de se trouver un numéro 9, il y a eu, 6 ans où tu as eu l'opportunité au CF Montréal de dire notre philosophie, là, elle se justifie par ce qu'on a fait en 2021-2022, par les ventes de joueurs, mais elle se justifie aussi par l'inverse. Par Toronto, il y a des équipes, on les nomme jamais, là, mais il y a des équipes que vous pouvez trouver facilement. Toronto, c'est les meilleurs méchants du monde. Ben, pour Montréal. OK. Mais là, Josh Sargent vient de signer la fin de cet argument-là pour le CF Montréal. Pour les prochaines années, tu ne pourras plus dire « Hey, il y a des équipes qui dépensent, mais vous voyez, ça ne se passe pas mieux qu'ici ou ça ne garantit pas le succès. » C'est vrai. Sauf qu'à l'époque, tu avais Bradley, Altidore, Giovinco, puis je suis désolé, cet argent-là, ça fonctionnait puis ça faisait une équipe. Une des meilleures équipes de l'histoire. Je suis pas en train de dire que Toronto devient une des meilleures équipes de l'histoire, mais Josh Sargent, ça va être le contre-argument à si tu travailles bien, c'est pas nécessairement en dépensant plus que tu vas aller chercher des résultats. Toi, tu es persuadé que ça va fonctionner. Moi, je pense que ça colle. Moi, je pense que ça colle, puis Josh Sargent fait en sorte que tu peux plus avoir cet argument-là à Montréal. Puis ils n'ont pas trop payé pour Josh Sargent. À 23, tu me Je dis. dis pas qu'ils n'ont pas trop payé. Et il en valait-tu 15? Même si tu en mets 22, tu passes des bas-fonds, puis tu remontes en série. Tu parlais... Ah, toi, t'es persuadé que Moi, ça je va. pense que ça marche. Moi, le gars, Qu'est-ce qui te fait dire ça? c'est ce qui leur manque depuis des années. Ils essayent de construire. Ils n'ont jamais ce gars-là qui, quand tu es dans le trouble, ils ont DeAndre Kerr en attaque, ils ont Derek Etienne Jr. en attaque. Ça marche pas. Ils ont besoin d'un vrai striker. Puis tu regardes du Georgi Mihailovic qu'on a vu à Montréal, là, je regardais ses derniers matchs, il y a quelque chose de magique. Il y a des skills. Écoute, il a l'air d'un joueur de futsal. Des fois, des petites roulettes à l'entrée de la surface de réparation. Il fait des passes à des gars qui font comme « Ah, excuse, j'avais une demi-seconde. J'avais l'Internet Je de catchais 2004. pas. là. Ouais, je catchais Tu sais, pas. Puis je suis pas arrivé à temps, je suis désolé. » Là, tu vas avoir Josh Sargent qui va être là, qui va être en mission. Tu as la Coupe du monde qui s'en vient. Moi, je pense que tu as eu une fenêtre où c'était tout à fait logique de dire c'est pas parce que tu dépends. Puis tu vas avoir des arguments encore ailleurs en MLS, mais ton argument massu quand tu étais le CF Montréal, c'est-à-dire regarde de l'autre côté, là, regarde en Ontario, ils dépensent tout croche, puis c'est vrai, c'était legit. Ils dépensaient n'importe comment sur des joueurs qui faisaient aucun sens dans un projet de jeu, mais le Josh Sargent puis les 8 millions que tu as mis sur Georgi Mihailovic l'année passée, ça vient complètement de changer ça. Puis j'ai hâte de voir à quel point ça va influencer le CF Montréal. Ce qui nous amène à notre classement alternatif, justement. Puis ce qu'on a voulu faire cette année, c'est que dire, bon, il y a présentement 6 équipes dont on est persuadé qui vont finir au classement de l'Est avant le CF Montréal. Ça laisse donc 9... Répète-le donc, on s'en sais pas. rappelle. OK, vas-y, je vais te répéter les autres. Il y aller reste par 9 équipes Ouais.
pour 3 places en séries éliminatoires. Les 6 premières sont prises. Il y a 9 équipes qui vont en série. Donc, 9 pour 3 places, c'est notre classement alternatif. Là, à ce moment-ci, on va le mettre dans le béton, là, mais on va sortir... M'excuse, mon gars, mais tu t'es gouré pour Nashville. OK? T'étais dans le champ. Fait qu'on va les remettre dans les 6, mais on va prendre Philadelphie. On s'est les deux gourés là-dessus. Puis on va les mettre dans notre classement. OK? Parce que Philly, je sais pas si tu as vu les matchs, mais c'est une catastrophe en ce début de saison. Ouais. Fait que, ce que ça fait maintenant, au classement alternatif, Montréal est à égalité en série. C'est-à-dire que New York est premier, NYCFC avec 7 points. Ça va bien pour NYCFC, on vient d'en parler. Les Red Bulls, qu'on vient de voir, c'est à 6 points, c'est à la deuxième. Ouais. À la mesure de Montréal. Je pense que c'est une équipe, tu l'as dit, avec les jeunes, c'est difficile d'avoir une ligne constante. Il va y avoir des hauts et des bas, puis probablement plus de hauts, mais il va y avoir des bas. DC United, que je crois pas. Toronto FC, là, tu viens de nous faire peur un petit peu parce que... Ah, moi, Toronto FC, ils sont plus dans le même... Je te dis... Ils sont plus, mais... Non, mais... Moi le croire quand on va le voir. Parfait. On s'en parle dans 3 Puis semaines. Montréal, en tout cas. DC United, Toronto FC, Montréal sont 3e avec 3 points. Puis ferme la marche, Philadelphie, Nouvelle-Angleterre, mon gars, on pensait que c'était amélioré. Là, mais... Atlanta, l'effet Tata Martino. Hein. Mais tu vois, ça, c'est un beau Tata. Ça, c'est un bon exemple. Puis Orlando. Tu peux te rabattre sur Atlanta maintenant pour dire les 22 Il y en a tout le millions. temps un niaiseux. Sauf que le sous-entendu, juste pour compléter sur mon commentaire de tantôt, le sous-entendu de c'est pas parce que tu dépenses beaucoup que tu auras certainement des succès. On s'entend que c'était toujours Toronto, le sous-entendu. Non, on le comprend bien. On le comprend bien. Mais je trouve que notre classement, surtout qu'on a enlevé Nashville maintenant, là, je trouve que Montréal doit finir dans les 3 premiers de ces 9-là. Ton commentaire de début de show, là, par exemple. Tout est réglé? Ben, c'est venu à peu près 3 minutes après ça parce que je t'ai parlé... Non, 30 secondes après ça. L'affaire que je mets mes genoux dans le dos de l'autre. Oui, c'est ça. Puis les gens qui parlent sur des speakers. Non, mais la victoire, le meilleur analgésique, tu serais loin de chez loin là, en ce moment. Après 3 matchs, d'être à 7 points de la tête, là, on va l'appeler comme ça, de ce classement alternatif, avec 7 points puis NYCFC, là, tout d'un coup, 4 points. Tu te dis, tu bats Orlando en fin de semaine, t'es dans le mix. Mais je dis ça parce que ce qui est important aussi, ça va devenir des fameux matchs à 6 points, ou du moins des matchs importants. C'est-à-dire que Orlando, donc en fin de semaine, c'en est un pour le bleu, blanc, noir. Ouais. La fin de semaine d'après contre Cincinnati, c'est du bonus. Oui, parce que tu t'attends pas à ça. Cincinnati va pas très bien, ceci dit, mais... battu par Toronto, en fait. Ils vont être bien meilleurs. Puis ils sont meilleurs, puis sont devant. Puis après ça, tu finis ton voyage à Foxborough contre Nouvelle-Angleterre. Ça, c'est un match de 6 points. 100%. Ouais. Fait que les 2 sur 3, là, t'as des matchs de série, en quelque sorte. Coupe du Monde? OK, Coupe du Monde? Oui. En terminant... il faut parler de l'Iran. Hey, je t'en ai parlé, on s'en est parlé il y a 2 semaines, hein, puis il y avait un feeling de Trump, puis à quel point... Moi, il y a beaucoup de gens qui me posaient cette question-là, à savoir à quel point ça pouvait influencer le tournoi, à quel point ça pouvait affecter le tournoi. Puis moi, mon commentaire, c'était, souvenez-vous les Jeux olympiques de Rio en 2016, la ville était paralysée, tous les syndicats des transports en commun faisaient la grève, puis finalement, tout ça a arrêté, les Jeux se sont passés, puis on s'en est pas rendu compte. Je suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, là, mais non, mais c'est... Ah, mais t'as un truc mondial, là, dans un premier temps, puis t'as un truc qui est plus... non, mais c'est ce que j'allais... plus virulent. Non, mais c'est ce que j'allais dire, là. À ce moment-là, moi, ma position, c'était... Je trouve ça plate de vous dire ça, mais le focus va être sur les matchs, puis finalement, c'est ce qui va retenir l'attention. Comme au Qatar, avec tous les décès qu'il y a eu dans les constructions de stade. Là, c'est pas le feeling qu'on a avec l'Iran trop, là. Oui. On est ailleurs. Pas trop dans le cynisme, mais le ministre des Sports iranien a dit que l'Iran ne participerait pas à la Coupe du Monde. Bon, je pense que c'est je ne vais pas dire un ballon d'essai, mais c'est comme une salve dans les circonstances pour dire, hey, ça va avoir des enjeux, des répercussions, puis on va faire marcher la diplomatie sportive un peu aussi. Mais en même temps, on est très près de la Coupe du Monde, puis c'est fort possible que l'Iran boycotte ou décide de ne pas venir aussi. Qu'est-ce que la FIFA peut faire? Parce que c'est inédit aussi dans l'histoire de la FIFA. Il y a 3 ou 4 chemins aussi. Parce qu'en même temps, la FIFA peut faire ce qu'elle veut aussi, et ça
Ça va parler de sa crédibilité, ça va parler aussi de ses rapports géopolitiques, à la limite. Elle peut-tu reprendre son prix de la paix qu'elle a donné à Donald? Non, puis je pense pas, parce qu'on... non, vous voyez tout de suite, justement, je pense que la FIFA, elle a fait ça de façon cynique, mais de façon très... C'est toi-même qui le dirais, très réaliste. À de la l'époque? part... Non, le prix de la paix, le non, prix mais à inventé l'époque, de je la dis à paix. l'époque étant le 5 décembre Ouais, dernier. ouais, c'est là. ça. En décembre, Moi, c'est c'était pour ça niaiseux, qu'il mais donnait, c'est dans une certaine mesure, on est rendu là réaliste d'y donner un ananas, puis que lui, il est super content d'avoir une médaille. Puis il va nous donner un break quand ça va être le temps de pas prendre en Puis, otage. Infantino, depuis les débuts, depuis 2016 même, il travaille sur sa relation avec Trump, de plusieurs façons. Puis on peut être cynique face à ça, mais il le fait. Hein. Puis ce qui me fait dire que je pense que la FIFA préfère sacrifier l'Iran dans une certaine mesure et son rapport à l'Iran, qui n'est pas un joueur majeur nécessairement dans le football mondial, que son alliance justement avec Trump et avec le président où on annonce les plus gros bénéfices de l'histoire parce qu'on est passé de 32 à 48 équipes en plus. Hein. Fait que les bénéfices seront records, c'est aux États-Unis, un marché qui est encore à exploiter ou exploitable, à comparer notamment en Europe. À choisir, là, demain matin, Infantino, mis devant le fait accompli, de choisir l'Iran ou les États-Unis, je pense que son choix est fait et est déjà fait. Ce que je veux dire, les quatre, ce que la FIFA pourrait faire, puis ce qu'on anticipe, premièrement, remplacer l'Iran par le prochain en liste au niveau asiatique, c'est l'Irak qui serait derrière. Ça, c'est intéressant pour les Montréalais parce que si l'Irak remplace, je ne sais pas si ça... en fait, je ne sais pas à quel point, là, suivez-moi bien, l'Irak présentement est en barrage. Il va affronter le gagnant de Bolivie-Suriname. Efraïn Morales. Efraïn Morales. Est-ce que ça facilite l'arrivée de Morales à la Coupe du Monde? Un bon point. Écoute, c'est un peu empoulé là, comme réflexion, mais il y a peut-être une possibilité là. Il y a une possibilité aussi de faire un groupe à 3, Belgique, Égypte, Nouvelle-Zélande. Alors, c'est un groupe... Juste pas le remplacer. Oui, c'est ça. Puis faire ce groupe-là à 3. Et j'ai entendu aussi, puis je l'ai vu, puis si la réflexion peut se faire, c'est un peu tiré par les cheveux au niveau diplomatique, mais délocaliser les matchs. Ils ont peur, en fait, la prétention du ministre sportif iranien, c'est de dire nos joueurs ne seront pas en sécurité, notamment. Aux États-Unis. Ils jouent à Inglewood, puis ils jouent à Seattle. Inglewood, c'est en Californie. Ils pourraient peut-être bien Pour jouer ceux au qui n'écoutent Canada. pas de rap. Inglewood. Montréal. En fait, Montréal. Ouais, ils pourraient jouer à Montréal. I wish. Canada ou Mexique. Ouais. Puis la quatrième affaire, j'ai vu ça passer. Puis c'est vrai que ça se justifie d'une certaine manière. Mais c'est qui, au classement FIFA, le non qualifié le plus haut? Vas-y. L'Italie. Ah. L'Italie, Direct. Direct, hein, ouais. L'Italie remplace l'Iran. Ouais, mais ça, c'est très... Mais ça serait dans le groupe de la Belgique. Là, Non, je sais mais pas attends si... une minute, c'est l'affaire la plus FIFA de l'histoire. Ouais. Mais ça, c'est pour ça que Tu je mets fais- quatrième, là. Tu fais ça, puis en plus, ben oui. Ça, c'est le move de tous les Mais moves. tu préfères-tu... Tu sais, parce qu'après l'Irak, c'est les Émirats arabes unis aussi. Exemple, l'Irak se qualifie. Le prochain dans la liste asiatique, Hey. c'est les Émirats. Là, tu te dis, Hey, je rentre l'Italie ou... Pour la Coupe du monde des clubs, là, ils se sont empressés de prendre le gagnant du Supporter Shield, qui n'a jamais rien eu à part le Shield. Quand ils ont vu que c'était Lionel Messi et compagnie qui pouvaient aller à la Coupe du monde des clubs, ils ont dit « Ah oui, on vous l'avait pas dit, là, mais c'était le gagnant du Supporter Shield, du classement général. Là, pas de la MLS Cup là, qui allait... On pourrait y dire, aller. vous l'avez pas dit, mais c'est Non, ben, c'est dans ça. ces circonstances-là, c'est le plus haut au classement non qualifié. Regarde, je vais te montrer le PDF là, qui a été mis à jour avant hier, là, mais je vous jure, là, c'est un On y PDF pense, d'il y a ouais. 4 ans. Ah ouais, là. C'est c'est juste ça. une mise à jour de Steve à Zurich. Là. Non, ben, toi, tu penses quoi, mettons? Si t'avais à guesser, là, puis c'est 100% ça, là, c'est du pari sportif. Si ça, moi, je c'est vois vraiment l'Irak. sur la... Moi, je vois l'Irak, mais... Si ça, c'est vraiment sur la table, ils vont faire une arnaque, là, où ils vont attendre de voir les résultats finaux en mars, puis Non, ils c'est vont ça. faire un C'est pour ça que je te dis fling-flang. que la Bolivie, j'ai dit en poulet, mais c'est parce qu'on va attendre. Parce qu'en même temps, la 31 situation... mars, tu sais tout. Parce que l'autre affaire, là, là, on est dans le géopolitique, là. Parce que la présence de l'Iran, c'est normaliser ce qui va être advenu aussi. Ouais. Mais là, il semblerait que le régime Khomeini ne tombe pas. Le régime qui était en place déjà se maintient aussi. Alors, eux vont peut-être vouloir faire un statement par rapport à ça, mais s'il y avait eu chute du régime, un nouveau pays en place, une façon de dire « OK, hey, ça va bien, là, on est revenu, tout le monde, tout est correct, là. Même notre équipe s'en va aux États-Unis, puis
Puis les États-Unis, ouais, c'est beau, nous autres, on a libéré. Bref. C'est tout du soft power qui est en ligne à ce moment-là. T'as raison, puis moi, je pense que la FIFA, puis je pense que tout le monde va attendre au dernier instant, puis va même vous dire à l'Italie, stand by. Puis on verra. Au début avril, il y a une réunion, là, après les derniers. Les derniers, c'est quoi, le 30 mars, 29 mars? 31, les matchs de je pense. Jusqu'au 31? Ouais, je pense que... J'ai pas tout. Mais on va dire, le 1er avril, ils ont une réunion, puis ils vont dire, là, ça va embrayer, probablement. Juste te dire aussi, on avait fait des over-under au camp d'entraînement. Ouais. On avait dit combien de joueurs du CF Montréal à la Coupe du Monde. Ouais. Et c'était 1,5 parce que c'était Owusu Morales. Mm-hmm. Il semblerait que Thomas Julien a un grand-père en Algérie. Hein? As-tu vu ça? Non. Ce qui paraît, Thomas Julien aura un grand-père en Algérie. Je sais pas à quel point on peut s'y fier, mais des rapports qu'on a vus sur les interwebs que l'Algérie pourrait peut-être appeler Thomas Julien. Je sais pas, puis je vais peut-être le voir à Orlando. Je vais essayer de vérifier avec lui. Mais. T'as trouvé ça où sur 23 IJO? Ah, là! Fait que ton 1,5. Il peut monter un peu. En fait, ça devient des meilleurs odds là, d'avoir eu 1,5. On a-tu tout fini avec ça? Je pense qu'on est au bout. Parce que j'allais te parler de mon chauffeur Hubert qui était marocain à New York. Mais, qui t'a jasé ça? Oui, on parle de Coupe du Monde. On s'en parlera peut-être la semaine prochaine, puis tu pourras faire... Le Maroc, je pensais, moi, tu penses tout le temps à moi, je pense tout le temps à Victor Montagliani. Puis le Maroc, ils se sont pris en main, mon gars. Tu sais quoi, fais comme moi, pense à toi. Ouais, je vais m'en passer à moi. À qui? À moi ou à toi? Hey, merci tout le monde d'être à l'écoute. Abonnez-vous à la chaîne Chaos Sport sur YouTube. Très heureux de toujours vous avoir à l'écoute. Abonnez-vous aussi à l'Extra. Pour ça, il faut être abonné tout court sur la plateforme de Chaos Sport, chaosport.tv, parce qu'on s'en va faire ça tout de go. Vous enregistrez notre prochain extra de Plein Axe. On s'en est pas parlé. On s'est donné le défi, mais on s'est pas donné nos réponses respectives. Des traditions en MLS, parce que quand on se promène, là, ça, c'est une des affaires qui m'a beaucoup, beaucoup fait plaisir au cours des dernières années, c'est découvrir des traditions qu'on regarderait avec admiration ailleurs en Europe en se disant « Hey, c'est-tu hot, hein, comment ils font les choses un jour de match ou les supporters qui s'organisent, puis c'est justement organique. » J'ai hâte de voir c'est quoi tes 5 traditions préférées en MLS. Je sais pas si tu les as mis dans l'ordre, là. Moi j'en ai 5 tout court. Ça tombe bien que Plein Axe soit fini. J'ai fini ma bière, moi. Bon, on va aller vers l'extra. Moi je vais finir la mienne. Là. OK.